Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va aborder un thème un petit peu délicat. On va parler de la Révolution. Donc pour aborder cette question, on a décidé d'avoir une approche pluraliste, donc on a décidé d'organiser un débat. Voilà, donc on a invité des intellectuels, tout ça, sur un plateau. Bon, ils sont pas voulu venir. Ouais, donc, en fait, c'est nous avec des perruques. Voilà. Bienvenue dans ce live exceptionnel de Mediapart, en direct exceptionnellement des studios d'Ouvrez les guillemets. Alors, ce soir, pour débattre de questions citoyennes, de questions démocratiques, nous recevons deux citoyens engagés pour la démocratie citoyenne, des libertés. Bonsoir, Juan Brancul. Alors c'est cocasse, je note que vous m'invitez sur Mediapart, maintenant que Xavier Niel n'a plus de part chez vous, et alors que j'ai déjà vendu des milliers d'exemplaires de Crépusco, mon livre qui fait trembler la Macronie. Et nous recevons également ce soir, qui a accepté de venir, Frédéric Lourdingue. Frédéric Lourdingue, vous êtes spécialiste de Spinoza, directeur de recherche au CNRS, et vous avez un Skyblog très suivi sur le monde diplomatique. Oui. Alors, j'ai accepté de venir parce qu'on m'a dit que je pouvais parler ici sans être coupé, que j'aurais le temps de développer. Parce que la révolution, c'est pas une petite affaire. Car en définitive et en dernière analyse... Si on vous dit révolution, j'imagine que vous pensez à Bernard Arnault ou à Emmanuel Macron conduits sur l'échafaud sous les huées de la foule et les jets de tomates. Alors, ça doit en effrayer quelques-uns, mais ça doit en faire frétiller quelques autres. Alors, Juan Brancul, en plus d'être pilote de ligne, joueur de go et sauveteur en haute mer, vous êtes aussi avocat. Et vous vous êtes proposé de jouer les procureurs du peuple si d'aventure celui-ci se révoltait. Comme je le dis dans mon livre Crépusco, faire la révolution, c'est crever une pustule. Une pustule de laquelle sortirait du pu qui pue. Et ce pu, c'est l'élite dévoyée et décadente. Et moi, je me propose humblement... Oui, humblement, oui, on le mesure ce soir. Je me propose, à ma hauteur, si violence révolutionnaire il y a, d'aider à nettoyer ce pu qui pue dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une belle image. Je vais la noter. Accordez-moi un instant. Cette envie de table rase, de tribunaux révolutionnaires, de guillotine, c'est quelque chose d'assez partagé, d'assez fantasmé, évidemment. Il y a un côté un peu abstrait, un peu romantique, comme si tout pouvait se régler le jour où le peuple allait enfin marcher sur l'Élysée. On aimerait bien aller tous à l'Élysée. Il faudrait vraiment que samedi, on soit tous unis jusqu'au bout et qu'on avance en direction de l'Élysée. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un putsch que vous voulez faire Non, mais tous les samedi gens veulent aller là-haut. C'est le symbole de ce gouvernement. Donc oui, les gens veulent y aller, c'est tout à fait. Moi, pour faire quoi? Pardon, mais pour faire quoi? Moi, j'ai vécu les 3 samedis. Non, mais pour faire quoi? Mais pour faire la révolution, Bruce Toussaint! Qu'est-ce que tu crois? Il veut choper Macron par la peau du cul et le jeter à la foule en Il y a colère! une foule qu'on imagine volontiers armée de fourches et de torches, comme le sont toutes les foules révolutionnaires. Et peut-on vraiment leur en tenir rigueur? Car en définitive et en dernière analyse, celui qui aura donné à manger du savon à son cheval pendant des années, c'est précisément lui qui est le plus mal placé pour s'étonner quand son canasson chie des bulles. Aujourd'hui, notre société est assez pacifiée, donc faire l'éloge de la violence, c'est malvenu, c'est plus d'actualité. Le Fouquet's qui crame, ça t'a fait plaisir? Bah ouais, ça m'a plutôt fait Eh plaisir. ben non, faut condamner la violence. Ok, je condamne. On condamne d'abord, on parle après. Si vous réduisez la révolution à ce moment de violence, on comprend que ça puisse être disqualifiant pour l'idée même de révolution. Mais une révolution, déjà, c'est pas forcément une émeute. Il peut y avoir une émeute sans révolution et une révolution sans émeute. Une révolution, c'est un changement de régime, c'est une transformation politique radicale, mais ça n'implique pas nécessairement de ressortir la guillotine et de foutre le feu aux Tuileries ou à l'Élysée. Mais on peut pas en vouloir aux gens qui pensent qu'une révolution, même violente, ça nous ferait du bien. Notre République est née d'un épisode de ce genre. Il y a là-dessus une vraie exception française, il y a vraiment un avant et un après la Révolution. Ça a forgé notre imaginaire collectif et ça s'est vraiment beaucoup vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, ça on en a déjà parlé ici. Donc on peut comprendre qu'Éric Drouet se dise on marche sur l'Elysée, on chope Macron, il essaie de fuir à Varennes, on le rattrape, on le juge et on fonde sur cet épisode un nouveau pacte social et démocratique. Et en plus Macron il cherche un peu, il fait rien qu'à nous énerver. Puis au-delà de ça, on le vire pas que lui, on vire aussi sa petite clique de larbin du capital, ses vendus à l'étranger, ses traîtres, ses laquais de Goldman Sachs, ses valets de BlackRock. Alors, Juan Brancul, vous écrivez dans Crépusco, ils sont la corruption parce qu'ils sont tous corrompus. Ce sont des mots forts, mais quand on s'est débarrassé de ce que vous appelez une élite dévoyée, médiocre et pourrie, qu'est-ce qu'on met à la place? Une autre élite? Plus jamais d'élite? Juste le sbeul? Vous m'aurez mal lu, monsieur Planel, mais ça ne m'étonne pas de la part de Mediapart,
qui a sans doute des accointances avec des amis d'amis de personnes qui ont déjà rencontré Emmanuel Macron. Bref, comme je le disais avant qu'on m'interrompe grossièrement, quand on aura dégagé vos amis, il sera temps de... Je vous arrête, Juan Brancul. Nous n'avons pas d'amis à Mediapart, pas de complaisance. Et nous n'avons pas d'amis. Et parfois c'est dur. Quand on aura dégagé ce que je persiste à appeler vos amis, il faudra trouver d'autres élites. Enfin, ce n'est pas le peuple qui va décider tout seul. Le peuple n'a pas fait Sciences Po. Le peuple n'a pas de diplôme. Le peuple n'a parfois pas lu Crépusco. Enfin, ce sont de pauvres gens. Et grâce à des choses comme le RIC, ils pourront avoir une participation dans la démocratie, mais il faudra les guider. Et pour les guider, il faudra trouver quelqu'un qui, je ne sais pas, se trouve peut-être sur ce plateau. Quand on regarde ce qui s'est passé après la révolution russe ou après quelques autres révolutions, on peut légitimement avoir peur qu'un tyran soit juste remplacé par un autre tyran, qu'après un régime injuste et brutal, on ait le droit à un autre régime injuste et brutal. Vous prenez l'idée de la table rase. C'est une idée qui comporte d'avance une grande intolérance, parce que ça veut dire que tous les gens qui ont participé au passé et à l'ancien régime sont des suspects en puissance. L'idée que l'ancien régime est une entière corruption et que pour refaire la société et la cité, il faut régénérer les Français, c'est une idée, disons, potentiellement un peu dangereuse. Dans les années 70-80, l'idée selon laquelle le geste révolutionnaire ou même l'espérance révolutionnaire était la matrice de toutes les tyrannies a fini par s'imposer grâce à des historiens comme François Furet que vous venez d'entendre. 1917 se réclamait de 1789, Staline se réclamait de 1917, l'URSS était un contre-modèle et on allait fêter à ce moment-là, à la fin des années 80, le bicentenaire de la Révolution française. C'était un moment où la révolution était ce que la classe dirigeante souhaitait le moins. Pour tout un tas d'intellectuels que l'URSS ne faisait plus rêver, il s'agissait donc de désamorcer cette mécanique de la révolution, de tuer jusqu'à son fantôme. Et c'est très compliqué à faire dans un pays dans lequel la population a une image plutôt positive de la révolution. Une révolution à laquelle elle doit ses libertés et ses moments de grâce. Et c'est donc pour ça que des gens comme François Furet vont tout faire pour qu'on jette le bébé de la révolution avec l'eau du bain de la violence révolutionnaire. Tu manifestes là le désir de desserrer les liens un peu domestiques ou émotifs que les Français ont noué avec leur révolution. Tout à fait. Un des éléments que je cherche à apporter, une des choses auxquelles je cherche à faire réfléchir, c'est l'énigme de 1789. C'est une chose avec laquelle les Français vivent en état d'osmose, au point qu'en 81, vous en souvenez tous, on a parlé de l'Ancien Régime à nouveau. Le moment de la table rase, ces rêves de grand soir, ces espérances révolutionnaires sont donc à balayer, à oublier, à condamner même. Nos démocraties occidentales seraient assez matures pour qu'on puisse signer la fin de l'utopie révolutionnaire. C'est un discours qui ressemble à celui de la fin de l'histoire, circuler, il n'y a plus rien à voir. De toute façon, il est clair que de signer la fin de l'utopie révolutionnaire ne signifie pas qu'on entre dans des sociétés du consensus. Bien sûr, amorphe. Je suis persuadé que... La fin de l'utopie révolutionnaire, il me semble, vous avez insisté sur ce point à plusieurs reprises, ne signifie pas l'abandon du conflit, la fin des affrontements, c'est la fin d'une modalité. D'une modalité, nous sommes dans notre vie. Et on va les résoudre comment les conflits maintenant ? Par la démocratie, par le vote, dans le cadre d'une stabilité institutionnelle indépassable. Et c'est pas con comme idée, la démocratie ritualise l'affrontement, on n'a plus besoin de s'envoyer des partisans, s'entretuer dans les rues, rejouer la guerre civile à chaque fois, non, on s'affronte toujours, mais dans les urnes, il faut bien admettre que c'est plus civilisé comme façon de faire. Et là on vous parle du vote, mais c'est la même chose pour la grève ou pour la manifestation. Ce sont des rituels qui permettent de tester le rapport de force, mais sans se tuer entre nous. Normalement. Et le meilleur truc à céder si vous voulez éviter une révolution, c'est la démocratie. Il faut des institutions qui permettent l'alternance, il faut des institutions qui permettent la participation populaire. S'il y a des pouvoirs, il faut des contre-pouvoirs, et il faut écouter ces contre-pouvoirs. Mais contre un pouvoir qui enferme ses opposants, qui ne cède jamais un pouce de terrain, qui se soustrait au débat démocratique à force de propagande gouvernementale ou même d'éléments de langage, et là, pas beaucoup d'autres solutions que, le coup d'État ou la révolution. Dans un cadre démocratique, il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est la haine, la violence et l'irrespect. La haine, la violence et l'irrespect, on a le droit de le faire dans une dictature. Nous sommes dans une démocratie. Et la grande question, c'est celle-là. Avec les institutions de la Ve République, avec Emmanuel Macron au pouvoir, est-ce qu'on n'en est pas rendu à un point où l'idée de révolution semble à nouveau légitime ? Car en définitive et en dernière analyse, il faudrait en être rendu au dernier degré de l'aliénation heureuse pour voir en Emmanuel Macron autre chose qu'un Terminator furibard qui n'arrêtera ses réformes que quand on l'aura poussé dans la lave en fusion. Et ce jour-là, ce sera une autre affaire. Et tout le monde reprendra des moules, et elles auront le goût du sel. Et pour conclure cette soirée, ce Mediapart live sur la Révolution, merci Frédéric Lourdingue, merci Juan Brancul. Nous allons accueillir un slam,
nous allons accueillir un auteur très connu de science-fiction, d'anticipation, qui va jeter comme ça ses mots révolutionnaires chez nous. Bonsoir, Alain dans le patio. Oh non, pas lui. Mais est-ce que les aveuglements de Macron et sa brutalité, ça légitimerait pas notre propre brutalité ? Oui et non, parce qu'il y a d'autres moyens de faire la révolution. On peut imaginer, oui, la grève, les blocages, ou même la défection. Et en ce moment, il y a des défections assez étonnantes. Vous avez sans doute vu les images de ces avocats qui jettent leur robe aux pieds de Nicole Belloubet. Vous avez sans doute entendu la réponse des chœurs de Radio France aux vœux de la technocrate qui leur sert de directrice. Il y a 1001 façons de faire la révolution. Que ferait le pouvoir si des cadres de la haute fonction publique commençaient à désobéir ? Eux aussi, ils craquent, et certains d'entre eux ont signé une tribune dans l'IB qui était sans équivoque. Que ferait le pouvoir si une partie de la majorité n'osait plus suivre ce président isolé ? Ces ministres qui peuvent plus faire un déplacement sans se faire huer ? Si tout ça se produisait, si on allait faire une constituante gaiement tous ensemble, et ben ça, ce serait une révolution. Une chose est sûre, après Macron, y a beaucoup de boulot. Va falloir qu'on fasse en sorte qu'un nouveau Macron ne soit pas possible, donc il va falloir repenser nos institutions, repenser évidemment face à l'urgence écologique nos rapports de production, notre économie en général. Voilà, on va écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de France. Mais est-ce qu'on va pouvoir tourner la page sans qu'une révolution soit nécessaire ? Pour l'instant, le doute est permis. À lundi prochain. Je me suis battu en ton nom. J'ai crié, putain, tu vois, j'ai crié sur les toits, ma raison d'exister. Je t'aurais voulu, putain, tu vois, je t'aurais voulu depuis tellement d'années, que le temps vienne, qu'il vienne, putain. Je serai tienne, ma révolution porte ton nom, ma révolution porte ton nom, ma révolution n'a qu'une seule façon de tourner le monde, de le changer pour toi. Je ne cesserai jamais de marcher. Ma révolution porte ton nom. Putain.